Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Radio Stonewall pour ce nouvel entretien militant. Alors, cette semaine, c'est une association que nous recevrons et avec moi pour partager le micro, je serai évidemment accompagné par votre incontournable animateur Pilou qui, comme à son habitude, ne manquera pas d'intervenir dans cette émission. Alors, Pilou, merci d'être une fois de plus présent autour de cette table. Je pense que tout comme moi, tu as hâte de découvrir cette association. Bonjour Lucas, oui, comme d'habitude, je suis ravi de participer à ce nouvel entretien militant et je Oui. pense que là, oui, on est bien dans le militantisme au niveau de cette association, donc je suis ravi. Moi aussi, je suis ravi. Alors aujourd'hui, comme je viens de vous l'annoncer, nous recevrons une association qui a pour but de promouvoir les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre aussi, afin de lutter contre les discriminations au quotidien. Elle défend et soutient pour l'égalité des droits de toutes et de tous, les droits des personnes soutenues par La République En Marche. Il s'agit, si vous ne l'avez pas encore reconnu, de l'association progressiste LGBT+, association à découvrir pour certains et puis à redécouvrir pour d'autres. Alors avec nous pour en parler, nous avons la joie d'accueillir Madame Emmanuelle Campo, coprésidente, ainsi que Monsieur Hervé Gasto, coprésident des progressistes LGBT plus EM. Alors tout d'abord, avant de commencer cet entretien, je tenais à vous remercier tous deux d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment ravis de vous recevoir dans cette émission. Bien, Merci de nous inviter. merci à Pilou de nous inviter. C'est une première pour nous et je pense que l'échange va être intéressant. En tout cas, je le pense. Alors, on va démarrer. Je pense que pour les auditeurs qui nous écoutent, ça serait intéressant peut-être de revenir un peu en arrière pour nous faire un peu l'historique de votre association qui œuvre, il me semble, je me trompe peut-être, mais depuis juin 2019, c'est ça? C'est ça. Voilà, alors, dans quel contexte l'aventure progressiste LGBT+, s'est construite et pourquoi ce rattachement à La République En Marche? En fait, l'association progressiste LGBT+, elle s'est créée dans le prolongement d'une initiative qui existait déjà depuis 2016, qui s'appelait LGBT+ En Marche, qui n'avait pas la forme d'association, qui avait une forme de comité local, comité thématique au sein de La République En Marche. Donc les comités qui existent toujours aujourd'hui sont principalement créés par des militants en marche pour fédérer les autres militants de leur territoire proche, donc la rue, le quartier. Et nous, on avait lancé l'initiative LGBT+ En Marche un peu dans la même structure, mais comme nous, notre sujet ne se limite pas à un territoire, c'était beaucoup plus pertinent finalement de créer une association, d'autant plus que ça permettait d'avoir une forme juridique reconnue par tous et toutes, et ne serait-ce que pour échanger avec d'autres acteurs associatifs qui partagent les mêmes sujets que nous, LGBT+, que ce soit des acteurs associatifs politisés ou non. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette association. Et aujourd'hui, cette association, donc, elle est soutenue par La République En Marche et les Jeunes avec Macron, mais c'est pas obligé aujourd'hui d'être adhérent ou membre, ça dépend comment on se positionne, de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire vous pouvez être juste sympathisant de la majorité présidentielle actuelle sans forcément adhérer à En Marche. Et vous pouvez faire partie des progressistes LGBT+. D'accord. Ouais, c'est une question que j'allais vous poser justement tout à l'heure, à savoir si on doit donc adhérer à La République En Marche pour pouvoir vous rejoindre au sein de votre association. Alors, vous venez de nous expliquer en fait que vous avez développé au niveau national différents partenariats avec d'autres structures, d'autres associations. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Emmanuel, Oui. ouais. Oui, je peux en parler un peu plus. En fait, je vais juste revenir sur du coup comment fonctionne l'association. Donc c'est une association qui est ouverte à toutes et à tous, qu'on soit lesbienne, gay, bi, trans ou allié. Niveau politique, comme dit précédemment, on n'est pas obligé d'être En Marche. On peut aussi être proche d'En Marche. Enfin, en fait, il faut juste partager nos valeurs progressistes, sachant qu'aujourd'hui, la majorité présidentielle, elle est quand même assez diverse. Elle regroupe plusieurs courants politiques, donc ça, c'est important à préciser. Et au niveau des associations avec lesquelles on est amené à interagir, c'est vraiment suivant la localité où on est présent. Donc on n'a pas noué de partenariat officiel à échelle nationale avec des associations
spécifique, c'est vraiment au cas par cas. Après, nous, on est en échange avec des associations telles que l'Inclusion en marche, telles que les Jurem. Enfin, c'est quand même des associations qui sont proches de nous politiquement. Après, on échange avec des associations de type Gay-Lib, Centrego, dans le cadre évidemment de l'actualité parlementaire et gouvernementale. En complément de ce que dit Emmanuel, on est ce qu'on appelle un peu une association satellite. En fait, dans La République En Marche, vous n'avez pas, comme dans d'autres partis politiques peut-être, d'associations affiliées en fait. Donc on est membre satellite, donc on est autonome, on a notre liberté de parole, notre liberté d'action, mais on est proche d'une majorité, comme l'a dit Emmanuel, plurielle. Donc après, concrètement, en fait, qu'on a besoin de financement, La République En Marche, souvent ce qu'on appelle un mode fiche projet, et là, est au rendez-vous quand on en a besoin. Nous l'avons déjà sollicité à plusieurs reprises. Mais voilà, comme Emmanuel l'a dit, du moment où on est progressiste, on peut adhérer à notre association et on s'en réjouit. Et comme l'a dit Emmanuel, c'est aussi ce qu'on appelle ouvert aux alliés. On n'est pas obligé d'être LGBT, QI, on peut être aussi, on va dire, issu du monde hétérosexuel. Et au contraire, je pense que des fois, ça nous fait prendre un peu de recul, de justement de ne pas rester contre nous. Et on trouve que c'est une force. D'accord. Alors, au niveau de votre association, est-ce que vous pouvez nous dire combien vous avez d'adhérents? Oh, c'est des chiffres un peu tabous. On dit pas. On dirait que honnêtement, on n'a pas lancé d'appel à cotisation depuis quelques temps, puisqu'on s'est restructuré, puisque même si l'association, on va dire, dans cet fonctionnement existe depuis juin 2019, nous on a été élus en tout cas à la coprésidence avec Emmanuel il y a à peu près un an. Donc on a fait un travail de forme et de fond avec un nouveau bureau, un nouveau conseil d'administration, et on s'est attelé, et le Covid nous y a un peu aidé quand même, parce qu'on a été forcé à travailler sur les questions de fond et échanger sur toutes ces questions qui des fois sont un peu, entre guillemets, techniques ou compliquées ou loin de notre quotidien ou de notre environnement, sur les questions d'intersexe, de transsexualité ou autre. Il a fallu effectivement qu'on échange et on est arrivé maintenant, on va dire, à des éléments de doctrine. Donc on n'a pas spécialement, pour tout vous dire, fait d'appel à adhésion. Là maintenant, ce structure, on va sûrement en parler après, dans les territoires. Et donc là, effectivement, on va d'ici peu faire un appel de cotisation. Donc vous donnez des chiffres là, on est c'est sûr plus de 100, ça c'est sûr. Mais on n'a pas les chiffres sont pas très importants sur ce qu'on va faire après. On va se développer et le but c'est d'abord travailler sur le fond que sur la forme. Évidemment, alors travailler sur le fond. On va passer maintenant aux différentes missions que vous vous êtes confiées. Quels sont concrètement vos objectifs et peut-être aussi nous en dire un peu plus sur ce que vous souhaiteriez atteindre pour les mois à venir, quoi. Alors, les objets de l'association, ils sont simples, c'est quand même lutter contre toutes les formes d'exclusion, de discrimination, de sexisme, d'injustice fondée ou supposée, je précise bien ça, sur l'identité de genre, l'expression de genre, l'orientation sexuelle des personnes au niveau local, national, européen et international. Donc ça peut paraître ambitieux, mais enfin, il y a une logique à ça. Et du coup, pour faire ça, il y a la défense et la promotion de l'égalité des droits des personnes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes. Et comment on y arrive, en fait, c'est en participant à des études, recherches, formations, des travaux d'éducation éventuels autour des sujets LGBTI et antisexistes. Et on organise des activités thématiques, en tout cas quand la situation sanitaire le permet, dans l'objectif direct ou indirect de répondre à ces objectifs-là. Mais finalement, c'est quand même une association qui se positionne de façon militante de par sa proximité politique avec participé précédemment. Après, nous, on connaît les acteurs locaux militants qui sont spécifiques à un certain type de mission par rapport au LGBT+. Nous, c'est vraiment, enfin, ça n'a pas été précisé avant, mais même si on est indépendant, on a quand même finalement ce rôle de vigie au sein de La République En Marche. On les alerte quand on identifie des sujets LGBT+, qui pourraient être portés un peu plus loin que ce que veut faire le gouvernement ou la majorité présidentielle. Donc, et puis quand il y a des choses qui nous déplaisent, on ne se gêne pas pour le dire également aussi. Ça a été le cas déjà quand il y a eu, par exemple, des personnes proches ou issues de la Manif pour tous qui ont été
entre guillemets, validés par le parti pour des candidatures dans le cadre d'élections. Voilà, on fait quand même des choses en ce sens, même si c'est pas finalement notre action principale, ça fait partie de nous, en tout cas de ce qu'on considère être important compte tenu de notre position. Et c'est aussi, je pense, qui est attendu aussi des LGBT qui font partie des adhérents d'En Marche et de ceux qui n'en font pas partie et qui se demandent pourquoi il y aura une association LGBT+ proche d'En Marche, parce que ça arrive que certaines personnes se demandent quelle est notre utilité. Et nous, notre positionnement, c'est de dire finalement, on défend toutes et tous la même cause, c'est l'évolution des droits LGBT en France. Et le fait d'en avoir en France, ça ne nous limite pas à la France uniquement, parce que si vous pouvez vous marier en France, mais une fois que vous traversez la frontière, vous avez d'autres discriminations, ça n'a pas de sens. Tout à fait. Pilou, tu voulais peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit là? Oui, j'allais faire un mauvais jeu de mots, mais donc vous êtes un peu le petit Gepetto, la conscience qui souffle à l'oreille, enfin en tout cas du parti auquel vous êtes, enfin vous adhérez. Ouais, un peu la conscience quand ça va pas et que ça défend pas ou défend injustement la cause, comme vous l'avez rappelé avec peut-être des gens qui étaient présents sur des listes qui font partie de la Manif pour tous. Vous rappelez donc enfin, à la République en marche que là, ça peut pas aller et que ça passe pas? En fait, on a un peu le sujet Emmanuel, à la fois sur la République en marche, mais les jeunes avec Macron également, mais en fait également avec le gouvernement finalement, parce qu'on échange effectivement avec des membres du gouvernement, avec des parlementaires, ça nous arrive également. Donc en fait, on est le pivot en fait, on est ce qu'on appelle un peu, on est un peu des parties prenantes, on est un peu des vigies peut-être, mais en tout cas, on essaie en tout cas de faire avancer nos idées. Ce qui est sûr, souvent moi, ce qui me surprend, c'est que dans le monde en fait des associations un peu dites politiques, un peu comme nous, quand vous allez voir dans d'autres partis politiques, finalement, on défend souvent la même cause. Souvent, quelquefois, on est décrié. Alors finalement, quand on regarde en fait les tracts, ou en tout cas les propositions qui sont faites par toutes les associations dites politiques, en fait, finalement, on a les mêmes revendications. La seule différence, c'est que nous, on n'a pas les mêmes outils pour les faire passer. On est effectivement, on est proche du parti majoritaire et au pouvoir actuellement. Donc c'est sûr qu'on est dans une position, en tout cas on se veut avec Emmanuel, d'excellence et de vigie très attentive. Sur la loi bioéthique, on pourra en parler tout à l'heure, des choses effectivement sont à revoir. Comme l'a dit Emmanuel, on n'a pas hésité, et croyez-moi, ça n'a pas été facile, on a fait des communiqués de presse sur des candidats aux élections municipales issus de la République en marche, et qui le sont plus ou moins d'ailleurs, et donc ça nous a posé question, on ne sait pas, et ça nous a pas valu que des félicitations, ça a été des fois un peu compliqué, mais on a eu le courage de le faire. Et finalement, c'est vrai que je trouve que oui, on a ce rôle-là. Ça va bien ce que vous avez dit sur le rôle de vigie, en fait, d'être attentif pour la cause qu'on défend. Mais oui, et en plus, enfin, actuellement, enfin, le calendrier, vous en avez parlé sur la loi bioéthique, mais récemment, il y a eu un projet de loi qui a été voté concernant aussi l'IVG et l'extension. On a pu remarquer que pas mal de députés LREM l'avaient voté, alors que le gouvernement, enfin, était pas très chaud. Mais c'est ce travail qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Je vous rejoins peut-être sur l'indépendance que vous avez, à garder quand même la parole et à continuer dans votre conscience. C'est-à-dire qu'en fait, et on essaie d'utiliser, si vous voulez, tous les canaux disponibles. On a tous, effectivement, dans notre bureau national, ou même conseil d'administration, activé des réseaux. On sait dans tel ou tel ministère ou au Parlement de faire activer des choses. Il y a des fois, effectivement, on n'est pas sur le bon timing ou le bon calendrier parlementaire ou gouvernemental, en fait. Donc, il y a ça qu'il faut qu'on regarde. C'est vrai qu'on sur la loi bioéthique, on aurait voulu qu'ils aillent un peu plus loin. Donc, quand on discute avec les parlementaires ou au ministère, on nous explique certains éléments. Donc mais ce n'est pas pour ça qu'avec Emmanuel et notre bureau national, on n'oublie pas les choses. On a ce travail de fond. Il y a plein de sujets, ou en tout cas qui ne sont pas encore développés. On en parlait encore avec Emmanuel il n'y a pas longtemps. Vous avez vu sur les congés paternité, sur le fait que les papas
de même sexe ne soit finalement pas reconnue. Nous l'avons dit encore il n'y a pas très longtemps avec Emmanuel aux différents cabinets, donc on s'est exprimé sur le sujet. Les réponses qui nous ont été données ne vont pas spécialement avec nous, sur ce qu'on entend. C'est ce travail de fond qu'on fait. Donc on a nos éléments de doctrine, on y va, politique des petits pas, mais on assène les choses et à un moment s'ouvrira une loi, s'ouvrira effectivement des parlementaires peut-être qui vont être en phase avec nous. Et donc c'est ce travail de fond que nous faisons. Et croyez-moi, c'est pas tous les jours facile parce que c'est des fois plus facile d'être dans l'opposition et de dire finalement c'est facile de faire ça. Mais quand on est aux manettes et qu'on est finalement, on va dire, l'association satellite du parti majoritaire et présidentiel, on est des fois dans une position compliquée. D'accord. On va quitter la France, là, on va partir plutôt en Europe. Moi, j'aurais juste aimé savoir un petit peu quelle était votre position, notamment à ce qui se passe en Pologne, où certains ultraconservateurs, comme cet ancien avocat devenu nouveau ministre de l'Éducation, qui associe les LGBT au néo-marxisme qui découlerait sur le nazisme. Il va même encore plus loin en déclarant que les représentants LGBT sont putrides et dépravés, totalement amoraux, qui menacent les familles polonaises. Alors, quelle est votre position quand vous entendez de tels propos ? Emmanuel, on ne peut être que outré, mais on en a un peu parlé en fait, pour tout vous dire. On a pris des contacts dans les différents cabinets, on en a parlé. On ne peut pas dire que les ministres de tutelle n'ont pas condamné, ils l'ont condamné fortement. La ministre Moreno, là aussi, ou Marlène Schiappa l'a également condamné. Tout le gouvernement quand même est solidaire par rapport à ça, et même au niveau de l'Europe, vous l'avez vu, les députés Renaissance sous la l'égide de Nathalie Loiseau, à la fois on montrait des images fortes quand même de parlementaires avec le Rimbaud devant le Parlement européen, c'est des images fortes. Avec la présidente au Parlement, effectivement, on souhaitait arrêter, ne pas donner les crédits associés à ce pays qui discrimine la population LGBT. Il y a eu quand même des actions fortes, à la fois, on peut le dire, poussées par le gouvernement, relayées par les députés européens Renaissance. Et évidemment, tout le monde ne pouvait qu'être d'accord, à part les partis extrémistes qui sont au Parlement européen. Et je précise qu'on a un secrétaire d'État sur les questions européennes qui, dès sa prise de fonction quand même cet été, a parlé directement de ce qui se passait au niveau européen pour les personnes LGBT+. Et c'est quelque chose qui est quand même très bien identifié en tout cas par le gouvernement actuel. Comme quelque chose n'étant pas en accord avec les valeurs progressistes aussi partagées par le gouvernement. Et je rappelle que ça s'inscrit aussi finalement dans la grande cause du quinquennat choisi par Emmanuel Macron, qui est l'égalité homme-femme, où il y a quand même un lien entre sexisme et LGBT-phobie à prendre en compte. Et on a eu l'occasion de travailler sur ça aussi avec notre ancienne ministre de tutelle qui était Marlène Schiappa. Et là, on l'a redit récemment en rendez-vous aussi avec notre nouvelle ministre de tutelle, Elisabeth Moreno. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a en tête. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ça n'a pas de sens de militer pour l'évolution des droits des personnes LGBT en France si on ne prend pas en compte ce qui se passe au-delà de nos frontières à échelle européenne. On peut même aller plus loin à échelle internationale. Donc ça, c'est vraiment important pour nous de garder un œil sur ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières. Et puis ce que disait Emmanuel, c'est pas, en fait, moi je suis pas la progressiste, moi je suis d'abord français européen, ça me scandalise en fait. Et je pense que c'est pas qu'une question LGBT, je pense que le peuple français, en tout cas pour ceux qui sont progressistes, et je pense que c'est quand même la majorité des Français, on est scandalisés. Je veux dire, c'est loin des valeurs européennes. Je veux dire, c'est proprement scandaleux. Donc là, en dehors de moi, c'est moi en tant qu'Hervé Gasto, citoyen, qui suis profondément européen, ça m'hérisse les poils quand je vois ça et je me dis, mais on est quand même tombé bien bas dans ce pays. Mais bon, je crois à l'action du gouvernement, du président et de l'Europe. Donc les choses sont en train un peu de bouger, ils se sont quand même un petit peu calmés. Hein. Alors, petite question annexe, parce que depuis tout à l'heure, on parle politique. Est-ce que pour vous, on peut dissocier le militantisme à la politique ? Me concernant, je ne suis pas que progressiste, hein. Je suis dans d'autres associations liées à la santé. Je gravite un peu au refuge, comme beaucoup sûrement d'entre nous. Donc voilà, c'est parce que, en fait, c'est une question de rencontre. Voilà, j'ai milité avant dans une autre association politique, dans un autre parti. Finalement, ça fait partie un peu, peut-être, de ma ligne directrice que j'aime bien, en fait, justement, défendre mes idées. Je suis un passionné de politique, hein, me concernant. Donc, en fait, finalement, je m'y retrouve un petit peu.
mais ça n'empêche qu'effectivement, toutes les questions liées au logement et au refuge me touchent particulièrement. Les questions de santé liées effectivement à tout ce qui est VIH, etc., voilà, me touchent également. Donc, depuis longtemps, en fait, je milite sur ces questions-là. Donc, je ne suis pas que en tout cas, me concernant, sur le politique. Ça se sent. Oui, pardon, vous aviez. Je Oui, voulais. Oui. pour moi, en fait, le militantisme, ça peut pas être séparé du politique parce que militer pour l'évolution des droits des personnes LGBT+, c'est un acte politique en lui-même déjà. Après, qu'on veuille ou non être associé à un parti, ça c'est un choix que chaque personne fait en son âme et conscience. Mais pour rejoindre ce que disait Hervé, moi, ça fait 17 ans que je suis dans la lutte contre les discriminations, pas que LGBT+. Et je pense que comme toutes les personnes progressistes, j'aspire à un monde où, en tout cas, on est beaucoup plus respectueux les uns des autres en fonction de nos différences. Et je suis aussi dans d'autres associations. Donc, c'est pour ça que quand on échange avec des personnes qui partagent pas forcément nos visions politiques, on essaie de leur faire comprendre à chaque fois qu'on est dans le même camp, même si c'est pas forcément évident pour tout le monde. Parce que, en fait, sans nous, dans le cadre actuel, en tout cas auprès de la République En Marche en tant que vigie, il y a quand même des sujets, je me dis, ça aurait quand même du mal à passer s'il n'y avait pas plusieurs personnes LGBT+, qui rappelaient certaines choses, qui préparaient finalement le terrain pour d'autres combats à mener dans les prochaines années, voire décennies. Enfin, c'est quand même quelque chose d'important. Et le fait d'être aussi dans d'autres associations, ça nous permet de garder un pied vraiment dans le terrain. Et pas que d'être limité à notre finalement action au sein d'En Marche et de ses militants. C'est vraiment garder un esprit ouvert dans tous les cas et se tenir au courant de l'actualité militante aussi LGBT+. C'est important, je pense, de rester aussi sur le terrain. Vous croyez à la convergence des luttes? Moi, personnellement, j'aime pas parler de lutte, c'est pas dans mon vocabulaire, je parle de proposition plutôt. J'aime pas le mot lutte en fait, même si je le comprends. On le fait un peu indirectement, mais en tout cas, c'est pas spécialement moi dans mon vocabulaire, même si je le fais en fait de fait. J'essaie de Oui, proposer, de lutter sur des idées à l'intérieur effectivement d'une majorité, et on va dire d'une sphère un peu politique, quoi. d'accord. Emmanuel, je sais pas, toi, ça te parle, lutte? Moi, je parle pas de convergence des luttes, mais moi, je parle pas. Je parle plutôt d'un mot qui est pas forcément bien vu Ah, en ce moment, mais moi, je me considère militante intersectionnelle, mais intersectionnelle venant plutôt du monde universitaire, la façon dont on l'entend au niveau universitaire, pas au niveau radical, je précise. De toute façon, ça me paraît compliqué d'être radical en étant associé à la République En Marche. Donc, oui, je parlerais d'intersectionnalité plutôt. D'accord. Peut-être Pilou, oui, Ouais, je te non, j'entends. sentais. On n'a pas fini sur le sujet, mais je vous entendais de garder le pied sur le terrain. Alors, je ne sais pas où vous êtes situé, mais je suppose que vous avez des antennes de l'association un peu partout sur le territoire. alors, en fait, c'est comme je vous l'ai dit, on a fait un travail de fond. Maintenant vient le temps de la forme. Donc, on a été présent là dans pas mal de campus des territoires de la République En Marche. Vous savez que la République En Marche a organisé plus d'une dizaine d'événements à la rentrée, alors sous forme digitale ou présentielle. Donc, on a été présent quand on le pouvait, soit physiquement, soit dans les visios, soit à travers des informations qu'on passait, d'affiches ou autres qu'on laissait sur place et que des militants sur place distribuaient pour nous. Donc ça a été important. On s'est dit, ben tiens, on va développer les territoires. Donc on a fait un appel à projet, puisque moi je dis toujours, Paris n'est pas la France en fait. Les problématiques effectivement du monde LGBT à Paris est un peu différent, je pense, dans les territoires. Même s'il ne faut pas nier qu'à Paris, il y a quand même des soucis. Les agressions homophobes sont dans tous les arrondissements. On ne peut pas dire que tout va bien. Donc ça, c'est facile. Par contre, effectivement, l'acceptation dans les territoires, un petit peu plus ruraux, même dans les villes moyennes ou petites villes, est pour nous en tout cas un vrai sujet. Donc on a fait un appel à candidature, on a eu pas mal de candidats, on a appelé les gens, on a fait connaissance, parce que finalement, donner des délégations à des personnes qui finalement on le voit de loin, parce qu'on ne voit pas tout le temps des personnes, sur des sujets des fois un peu compliqués, il faut qu'on fasse attention, parce que ça peut les mettre aussi en difficulté, donc il faut qu'on regarde tous ces paramètres-là. Voilà, et on a il y a quelques semaines, désigné 4 premiers délégués, ce qu'on appelle locaux, qui sont en train de construire leur équipe pour justement
parler dans les territoires, aller dans les associations locales, travailler avec les animateurs locaux, les référents départementaux de La République En Marche et d'autres thématiques qui peuvent être sur l'inclusion ou les jeunes avec Macron. Voilà, on ne peut pas toujours être au siège à La République En Marche. Il faut qu'on aille aussi voir ce qui se passe dans les comités locaux de La République En Marche. On essaie de faire ce travail-là. Donc, c'est que le début. Là, je vous dis, on en a ouvert 4. Il faut que les choses se font petit à petit. Politique des petits pas. On apprend en avançant ensemble. Les délégués rencontrent les parlementaires, rencontrent des associations, commencent à nous poser des questions. On refait nos outils de com'. Voilà, on le fait sereinement, mais on le pense en tout cas avec Emmanuel. Il faut vraiment avoir une action dans les territoires. Et ça, voilà, il fallait qu'on le fasse, mais dans une deuxième étape, c'est pas tout d'aller dans les territoires. Il faut qu'on donne des éléments de fond, qu'on explique à nos représentants qu'est-ce que nous défendons, comment nous voyons les choses. C'est ce travail qu'il nous a fallu faire pendant plusieurs mois avant de développer les régions. J'ai vu que, alors je vais revenir sur un point, donc votre ancien ministre, Marlène Schiappa, avait repris le sujet des thérapies de conversion en France. Et, je crois que votre nouveau ministre des tutelles, alors Elisabeth Moreno, oui. Oui, va présenter mercredi 14 le plan de lutte contre l'inégalité et tout ça. Est-ce que c'est un sujet qui vous touche, les thérapies de conversion? Emmanuel? Évidemment, c'est un sujet qui n'a pas de sens aujourd'hui en 2020, d'autant plus en France. Je pense que ça choque toutes les personnes qui en ont entendu parler que c'est encore possible en France en 2020, qu'on puisse envoyer son enfant dans des structures dédiées finalement, moi j'appelle ça de la lobotomisation, mais bon, c'est un petit peu ça, pour transformer d'homosexuel à hétérosexuel. On se demande comment c'est possible. On a déjà vu des tentatives dans des films d'horreur, moi je dirais. Donc, c'est vraiment un sujet, oui, qui nous touche parce que c'est quelque chose qu'il faut bannir. On a des députés de la majorité qui sont positionnés sur ça, dont Laurence von Sonnenbroek-Merlion, par exemple, qui a quand même été jusqu'à l'ONU pour en parler. Donc, c'est quand même un sujet qui est important pour nous et qui est aussi défendu par elle. Je sais qu'au niveau international, c'est un sujet où beaucoup d'associations militantes se positionnent aussi. Donc, nous, si à l'avenir, ça pouvait être légalement, en tout cas, banni de la France, on en serait ravis. Et je pense que c'est une position, pour le coup, qui est défendue par toutes les associations LGBT+. Et en complément de ce que dit Emmanuel, vous avez parlé effectivement du plan qui devrait être présenté mercredi. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense que ce plan est attendu, qu'on est quand même dans une atmosphère un peu morose, en fait, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Je pense que c'est un plan qui va faire du bien. C'est un plan qui va redonner sens, en fait, qui va remettre lien. Je pense que ce plan est attendu. Vous aurez les primeurs. J'espère que la ministre l'annoncera mercredi, puisqu'on verra en fonction effectivement du timing avec le président de la République qui devrait parler le soir. Donc, on verra si les choses sont maintenues, mais je l'espère que oui. En tout cas, il est attendu. Et je dis qu'il faut lui donner cette chance à ce plan-là. Je pense qu'il va être intéressant. Et que voilà, on en a besoin, ça fait du bien un peu d'avoir un plan où on remet un peu la relation au centre d'un projet, une relation positive, d'aller vers l'autre, de reconnaître un peu l'autre et de l'écouter. Je pense que ça va nous faire du bien. D'accord. Bon, alors l'émission passe relativement quand même assez vite. Peut-être avant de nous quitter, j'aurais aimé connaître votre ressenti sur l'évolution des droits LGBT en France. Comment vous ressentez les choses ? Pour faire simple. Pour faire simple, ça avance, mais pas aussi vite qu'on l'aimerait. Je parle surtout par rapport à la PMA. Je pense que je partage la position de plein de militants et militantes LGBT+ sur ce volet-là, que c'est quelque chose qui est attendu depuis très longtemps, qu'on espère être voté pendant ce mandat, et en théorie, ça le sera. Nous, en tout cas, on sera toujours là pour rappeler les engagements qu'Emmanuel Macron a pris. Et lui, sa devise, c'est quand même, on le dit, on le fait, donc on espère que ça sera fait. Après, sur ce qui est intégré dans le projet de loi, il y a des choses, évidemment, on aurait aimé que ça aille plus loin.
Donc voilà, notamment par rapport aux personnes trans. Donc il y a encore de nombreux combats à mener pour les personnes trans, mais aussi pour les personnes intersexes. Après, Hervé parlait du plan qui va sortir. Bon, il y a quand même des choses finalement qui seront dedans, qui font quand même qu'on se dit qu'il y a des associations, parce que ce plan il a été fait en auditionnant quand même beaucoup d'associations sur 2 ans. Donc c'est quelque chose qui a été fait avec les militants LGBT+. On verra que dans ce plan, il y a quand même beaucoup d'associations qui ont été écoutées par rapport à leurs demandes. Après, comment ça va être mis en place, ça c'est quelque chose aussi qu'on devra suivre. Mais sur le quotidien des LGBT+ en France, moi, ma position, c'est qu'on pourrait toujours aller plus loin. On voit quand même qu'il y a une agression LGBT-phobe toutes les 10 heures en France en 2020. C'est quand même un chiffre qui fait froid dans le dos. Il y a encore des discriminations dans le milieu du sport, des discriminations dans le milieu du travail. Enfin, je vais pas faire la liste, mais il y a quand même beaucoup de choses où on se rend compte que finalement, on peut pas être sereinement LGBT+ en France en 2020. On est toujours discriminé. Alors, c'est peut-être parfois pas de façon frontale, c'est parfois de façon plus insidieuse, mais il y a quand même encore beaucoup de travail. Je pense que les associations LGBT, elles vont pas disparaître d'ici 20 ans, hein, ça c'est sûr. Et moi, je dirais, il y a toujours un sujet tabou qui m'amuse, c'est la GPA. Je veux dire, à un moment, c'est comme le mariage pour tous, on n'en parlait pas il y a 15-20 ans, on voit la PMA, elle est prête à être votée, la GPA arrivera, elle sera sûrement adaptée à notre modèle français, on n'est pas des Américains, on n'est pas d'autres pays, mais ils vont arriver. Donc c'est vrai qu'avec Emmanuel, quand on rencontre les politiques, nous, en fait, on ne dit pas, vous avez raison, hein, il ne faut pas que la GPA arrive. Non, on est pour la GPA. Voilà, on est prêt effectivement à discuter. Mais voilà, donc je partage l'avis d'Emmanuel. Oui, il y a eu quand même des avancées. Je pense que bon, le mariage pour tous a quand même révélé en fait et libéralisé la parole, mais pas que sur le mariage pour tous. C'est globalement la société en fait a libéré sa parole sur tous les sujets. Et des fois c'est bien parce que ça provoque les débats et des fois ça libère des torrents de haine qui sont compliqués effectivement à gérer. Et On manifestait encore il y a quelques temps. Bah, ben bon, pour moi, je dis, voilà, pour c'est. la publicité, mais enfin, Ouais. je pense que là où je vous rejoins, mais sans idée politique, c'est par un réel combat d'idées et de démontrer que c'est un progrès d'égalité pour l'humain. Et, et voilà, mais là où je suis ravi aujourd'hui, parce que souvent on entend parler de militants d'associations, et il me semble que le terme militant à la base vient militant politique, et il y a aussi des associations LGBT à visée politique qui militent. Alors après, quel que soit le parti, vous avez rappelé, là on parle de la cause LGBT au sens large, et je dirais aussi l'égalité des droits des femmes, parce que je n'arrive pas à dissocier, enfin moi personnellement, l'un sans l'autre. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des membres de parti ou en tout cas sympathisants qui prennent la chose en main pour essayer peut-être d'évoluer les choses différemment j'allais dire des activistes ou je ne sais pas. Thématiques, en fait, des associations thématiques qui sont plus thématiques liées à des sujets précis. Après, c'est un autre c'est un autre modèle de militantisme, mais on s'aperçoit qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses nouvelles dans le militantisme. On voit aussi plein d'associations qui font souvent des actions un peu surprenantes, mais c'est aussi un coup pour alerter l'opinion. Il y a plein de collectifs qui se créent. Alors après, on est plus ou moins d'accord sur les actions qu'ils ou qu'elles mènent, mais le réel objectif de tout ça, moi, c'est ce que je vois, c'est de faire progresser les droits pour tous. Enfin, en tout cas, atteindre l'égalité des droits pour chaque citoyen français et européen et montrer l'exemple sur la marche à suivre à l'international, bien sûr, comme vous l'avez rappelé. Oui, oui. Je partage. Alors voilà, bon, on arrive au terme de l'émission, hein. Nos invités aujourd'hui étaient Madame Emmanuelle Campo, la coprésidente, et Monsieur Hervé Gasco,
Gasto, pardon, excusez-moi, donc le coprésident des progressistes LGBT plus EM. Moi, je vous remercie une fois encore d'avoir répondu à notre appel. Merci à toi, Pilou, pour tes interventions. Je remercie aussi tous nos auditeurs, toujours aussi fidèles à ce rendez-vous, un rendez-vous qui devient apparemment incontournable. Alors, pour l'heure, nous allons nous quitter avec un titre de Sam Smith, Too Good at Goodbyes. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel entretien du militant du Stonewall. Juste à nos auditeurs, je vais mettre tous les liens de l'association et le site, puisque l'association a un site, pour retrouver tous les liens s'il y en a qui veulent se rapprocher et savoir comment contacter tout ça. Voilà, comme d'habitude. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci. On rappelle aux auditeurs qui pourront retrouver aussi le podcast de l'émission donc sur notre chaîne YouTube Radio Stonewall. Allez, on se quitte avec Sam Smith, Too Good at Goodbyes, et moi je vous dis à la semaine prochaine.